Quelque part au cœur de la nature sauvage du Yukon, bien après minuit, le silence se brise avec le rugissement soudain et indubitable d'une tronçonneuse coupant les arbres. Ce n'est pas seulement du bruit, c'est un message. Eric Ness sait exactement ce que cela signifie sans avoir besoin de voir un seul visage dans le noir. Quelqu'un s'installe. Quelqu'un essaie de s'emparer d'un terrain qui n'est pas le sien. Pas n'importe quel terrain, mais l'étendue de terre qui pourrait tout déterminer s'il deviendra le plus grand propriétaire foncier du Keno ou si toute son exploitation s'effondrera sous le poids de ce qu'il risque. Il n'a pas le luxe du temps ni de l'hésitation. Cette saison, il faut 1800 onces d'or juste pour rester en vie. Non pas pour croître, non pas pour faire du profit, mais simplement pour survivre. C'est le plus gros pari qu'il ait jamais pris, et il le sait. Chaque mot qu'il prononce a ce poids même lorsqu'il essaie de paraître confiant, essayant de convaincre son équipe et lui-même que l'or est là, qu'ils l'atteindront, que d'une manière ou d'une autre, tout s'arrangera. Mais maintenant, avant même de penser à extraire l'or du sol, il est confronté à quelque chose de complètement différent. Une course à travers les marais et les ténèbres contre un rival invisible. Et ici, dans des conditions comme celle-ci, être lent ne signifie pas prendre du retard. Cela signifie que vous avez terminé. À la lumière du jour, la bataille se transforme en quelque chose d'aussi impitoyable, la route. Rick se tient au bord de l'extension de Vegas Valley, regardant les machines arracher des couches de morts terrain, n'exposant rien d'autre que du gravier épais et lourd qui ne contient aucun or. Ces camions de roche, la bouée de sauvetage de toute l'opération, sont tombés en panne les uns après les autres tout au long de la saison. Le problème ne vient pas seulement des machines, mais aussi de la route qui se trouve sous elles. Un terrain accidenté, inégal et éprouvant qui transfère chaque secousse directement sur le métal et les machines pliant les essieux, déchiquetant les pneus, détruisant les roulements. Et chaque panne ne fait pas que ralentir les choses, elle arrête tout. Parce que dans le secteur minier, rien ne se produit de manière isolée. Lorsqu'un camion de roche tombe en panne, il ne reste pas simplement inactif, il entraîne également la production. La pelle qui l'alimente n'a nulle part où la vider. Toute une partie de l'opération s'arrête. La sortie tombe à zéro jusqu'à ce que quelqu'un résolve le problème. Et dans une saison déjà serrée par la météo et le temps chaque heure perdu, et plus qu'un inconvénient, c'est de l'or perdu. Occasion perdue. Survie perdue. Le gravier continue d'arriver. Lourd, inutile en termes d'or, mais impossible à ignorer. Il faut le déplacer, c'est la règle. Les morse-terrains ne peinent pas, mais ils doivent aller quelque part avant que quelque chose de précieux puisse être atteint. Rick l'observe un instant, réfléchissant, calculant. Et puis quelque chose se déclenche. Ni bruyamment, ni dramatiquement, mais avec la clarté tranquille de l'expérience. Ce gravier n'a pas besoin d'être gaspillé. Il peut être utilisé. Il appelle les chauffeurs. Pas de longues discussions, pas de planification interminable. Juste une décision rapide prise dans la boue en temps réel. Jeter le gravier sur la route au lieu de le transporter vers la décharge. C'est ça. 30 secondes et tout change. L'éclat du geste se révèle presque immédiatement. La route est plus proche que la pile de déchets, ce qui signifie des trajets plus courts, des cycles plus rapides et plus de charges par équipe. Dans le même temps, ce même gravier commence à reconstruire la surface même qui a détruit leur équipement. C'est une efficacité qui s'ajoute à la nécessité de déplacer la saleté une fois et non deux, transformant un problème en avantage. Et dans une opération comme celle-ci, où chaque décision se répercute sur l'extérieur, ce seul appel commence à remodeler tout le rythme de la saison. D'heure en heure, la route se transforme. La surface lâche et punitive cède la place à quelque chose de solide, compacté et fiable. Les pires sections s'aplatissent. Les violentes secousses s'atténuent. Et juste comme ça, les camions à roche commencent à faire ce pourquoi ils sont censés faire rouler régulièrement, rouler vite, transporter des charges complètes sans tomber en panne tous les quelques cycles. Le rythme revient, et quand ce rythme revient, tout le reste suit. En fin d'après-midi, la différence est indéniable. L'opération se déroule avec une rapidité et une cohérence que Rick n'a pas vues de toute la saison. Les camions circulent dans un flux constant. Les opérateurs travaillent en de longues heures sans interruption. Charge après charge, les morts-terrains disparaissent, les rapprochant pouce par pouce de l'or enfoui en dessous. Il y a encore de l'incertitude. Rick admet qu'il n'a aucune idée précise du moment où ils atteindront enfin le salaire. Mais pour la première fois depuis longtemps, les progrès semblent réels et tangibles. Parce que lorsqu'une route de transport fonctionne,
Les chiffres ne se contentent pas de s'améliorer, ils se multiplient. Moins de pannes, plus de cycles, moins de gaspillage de carburant, moins de temps perdu. L'équipage n'a pas besoin de feuilles de calcul pour le voir. Ils le ressentent dans le mouvement, dans le flux ininterrompu de camions qui partent chargés et reviennent prêts à en redemander. Et lorsque ce flux dure toute une période de travail, les résultats parlent d'eux-mêmes quant à ce qui est déplacé. Et aujourd'hui, ce qui bouge, c'est beaucoup. La route tient. Les camions continuent de rouler. La distance jusqu'alors diminue. Rick regarde les derniers runs de la journée et fait les mêmes calculs qu'il a en tête depuis le début de la saison. L'horloge n'a pas arrêté de tourner, mais maintenant, enfin, tout le reste bouge avec elle. Parce que la réalité est toujours là, inchangée et impitoyable. 1800 onces d'or. À environ $3000, l'once, cela représente un objectif de 5,4 millions de dollars. Pas de profit, pas de succès, juste de survie, juste le seuil de rentabilité. Je maintiens simplement l'opération en vie pendant encore 1 an. Chaque gallon de carburant brûlé dans cette nature sauvage, chaque heure de fonctionnement d'un générateur, chaque chèque de paye, chaque réparation superposée, en particulier l'inévitable révision de $18 000 du Monster Red, s'ajoute à ce chiffre. Chaque dollar dépensé est une dette qui attend d'être remboursée en or qui n'a pas encore été touchée. Rick ne dramatise pas les choses lorsqu'il parle du risque. Il n'en a pas besoin. Les chiffres le font tout seuls. Il y a toujours un moment dans la saison où la pression s'installe, où la réalité devient impossible à ignorer. Ils ont dépensé beaucoup, ils ont tout commis, et l'or dont ils ont besoin est toujours enfoui sous des couches de terre qu'ils n'ont pas encore entièrement arrachées. Si quelque chose ne va pas, la météo, l'équipement, le timing, il n'y a pas de coussin. Aucune solution de repli, juste une perte totale. L'extension de Vegas Valley semble prometteuse. La géologie suggère un potentiel. Les casseroles de test ont fait allusion à quelque chose qui mérite d'être poursuivi. Mais dans le secteur minier, la promesse n'a aucun sens jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'usine, jusqu'à ce que la terre réellement rémunérée soit lavée et pesée. En attendant, tout n'est que théorie. Alors il pousse en plus fort. Les quarts de 14 heures deviennent la norme. Les pauses disparaissent. Personne ne s'arrête même pas pour les repas. Rick prépare lui-même la nourriture des wraps au poulet et les conduit aux opérateurs afin qu'ils puissent manger sans s'éloigner de leur machine. Chaque seconde compte. Chaque pause coûte. L'objectif est simple, éliminer autant de morts terrain que possible le plus rapidement possible, afin de maximiser le temps qu'il leur reste pour exploiter réellement l'or. À l'intérieur de la cabine d'un camion de roche, cette pression devient quelque chose de physique. Un conducteur plaisante en disant qu'il a environ 20 secondes pour manger entre les chargements, mais ce n'est pas vraiment une blague. C'est la réalité de ce qu'exige ce type de cible. 22e repas. Des cycles sans fin. De longues journées qui se transforment en épuisement. Et à travers tout cela, Rick porte le poids. Pas seulement les chiffres, pas seulement les décisions, mais la compréhension que tout, chaque risque, chaque appel, chaque once, repose sur ce qui se passera ensuite. Les mathématiques, le calendrier, l'horloge de la saison approche du gel, et en dessous quelque chose de plus calme. La chose qu'il n'aborde pas, à moins que la conversation ne mène quelque part suffisamment honnête pour y parvenir. Le sacrifice. Avant le Yukon, Rick Ness était un musicien professionnel. Pas un passe-temps du week-end d'une carrière. Il a fait des tournées internationales, a gagné sa vie sur scène, et a passé des années à construire une identité autour de la musique, de la même manière que la plupart des gens la construisent autour de leur famille ou d'un métier. Puis une rencontre fortuite avec un mineur d'or adolescent nommé Parker Schnabel l'a complètement entraîné ailleurs. Il est venu vers le nord, il est resté au nord. Et quelque part, au cours des saisons, des pannes d'équipement, des intempéries, des salles d'or et des morts terrains sans fin, l'étui de la guitare a cessé de s'ouvrir. Cela fait 14 ans que Rick a repris son instrument. 14 ans. Il prononce le numéro et il y a une pause qui le suit. Je ne regrette pas exactement, mais le poids d'une comptabilité honnête. Ce n'est pas une pause dans la musique, c'est une carrière en soi. Une décennie et demie de matinées qui ont commencé avec des machines pas des cordes. Les hivers ont été consacrés à planifier la prochaine saison du Yukon plutôt que la prochaine tournée. 14 années d'expérience et de maîtrise qui peuvent vous laisser indifférente si vous ne continuez pas à y travailler. Quand j'y pense, c'est triste. Vous savez, c'était une grande partie de ma vie. C'est un sacrifice. Il ne l'habille pas.
L'échange a été calculé, réalisé avec un plan précis. Construire l'exploitation minière au point où elle génère une réelle indépendance financière, puis tout récupérer. La guitare, les courses, les gens. Le temps que le Yukon consomme année après année pendant que le reste de sa vie attend. Je vais pouvoir me remettre à la musique, dit-il. Je peux faire un peu plus de courses. Je peux passer un peu plus de temps avec mes amis et ma famille, ce qui me manque actuellement. Il le pense vraiment. Chaque saison ici est un paiement pour cela. Chaque once qui sort de ce sol est un pas de plus vers une vie différente de l'autre côté. À l'heure actuelle, l'accord consiste à se débarrasser de cette surcharge avant la fin de la saison. Le retour de Monster Red, 14 heures plus tard. Le quart de travail se termine à l'usine de lavage. Pas encore de salaire. Les morts-terrains ne sont pas encore entièrement dégagés. Mais Monster Red, la principale usine de lavage de Rick, vient de terminer une rénovation de 18 000 $. Nouveau pont supérieur installé dans le pont du crible. De nouveaux roulements partout. Chaque composant usé qui nuisait aux performances opérationnelles a été remplacé. L'usine est entièrement reconstruite et personne n'y a encore poussé de vrais matériaux pour voir si les travaux ont tenu. Rick a un test en tête, une course de rock. Selon les règles, tout le monde choisit une pierre Bailey, la charge dans le chargeur, et celui qui possède la pierre traverse Monster Red du chargeur au pont de criblage en passant par le tapis roulant et à l'autre extrémité. Première victoire. Il y a une part de science là-dedans, explique Rick en souriant. Une pierre ronde va traverser le tamis très rapidement, mais elle ne va pas remonter sur le tapis roulant. Il va rester là et tourner. Un rocher plat est meilleur pour la ceinture mais plus lent sur l'écran. Vous devez trouver quelque chose entre les deux. Premièrement, une pierre ronde va traverser le pont de criblage très rapidement, mais elle ne va pas remonter sur le tapis roulant. Il va rester là et tourner. Un rocher plat est meilleur pour la ceinture mais plus lent sur l'écran. Vous voyez l'idée. Vous devez trouver quelque chose entre les deux. L'équipe aborde cette question avec le sérieux de ceux qui passent leur vie à réfléchir à la façon dont les matériaux se déplacent dans les équipements. Les roches sont retournées et examinées. Les formes et les poids sont évalués avec une attention particulière. Des sélections en toute confiance sont faites par toutes les personnes présentes. Il s'avère que chaque personne se trompe sur quelque chose. C'est le moment que tout le monde attendait, la première course annuelle de Rick's Rock. Commençons cette action. Kyle prend rapidement les devants et recule immédiatement. Jason prend le devant, Rick gagne. Heather, silencieuse tout le temps, travaille à l'extérieur avec la patience délibérée de quelqu'un qui sait déjà qu'elle a choisi la bonne pierre. Le rocher de Ryan n'a bougé nulle part. Tout le monde gagne sauf Ryan. C'est terrible. Kyle cale. Jason disparaît. Et puis le rocher de Heather, plat correctement formé, exactement le bon appel, monte la ceinture jusqu'au sommet et tombe. Sortez à l'autre bout avant même que quelqu'un d'autre ne soit proche. Heather gagne. L'équipage éclate. Monster Red fonctionne de manière propre, fluide et fiable tout au long de l'exercice, ce qui est le véritable point. Le deck écran tient. La ceinture fonctionne vrai. Les travaux de rénovation sont solides. Une reconstruction à 18 000 $, confirmée par une course de rock à 0 $. Lorsque la terre commence enfin à passer par l'alimentateur, lorsque les morses-terrains se dissipent et que l'usine de lavage fait circuler le matériau autour duquel toute la saison a été construite, Monster Red sera prêt. L'équipage rit encore quand Rick leur dit qu'il reste encore une chose aux chevaliers. La course de jalonnement de minuit. Rick veut du terrain au nord de l'exploitation actuelle, en grande partie suffisamment pour faire de lui le plus grand propriétaire foncier de Keno. Pour comprendre pourquoi c'est important, Keno est l'une des régions historiquement les plus riches en or du Yukon. Le terrain que poursuit Rick n'est pas revendiqué, car pour y parvenir, il faut un type d'infrastructure et d'investissement dans lequel la plupart des opérations ne peuvent pas s'engager. Rick le peut, et 3600 acres de claim verrouillés représentent 3600 acres que personne d'autre ne peut toucher. Pas cette saison, pas la saison prochaine, pas jusqu'à ce que Rick décide quoi en faire. Pour une exploitation qui se dirige vers la viabilité à long terme, contrôler autant de terrain fait la différence entre une saison minière et un avenir minier. Faire une concession au Yukon n'est pas une formalité administrative, c'est physique. Vous allez dans le désert et vous plantez des poteaux à chaque coin de la concession de vos propres mains. La loi exige que le demandeur le fasse personnellement. Pas d'entrepreneur, pas de mandataire. Rick a étudié des alternatives. Il n'y en a pas. Vous devez le miser vous-même. C'est la loi.
De plus, vous voulez en quelque sorte savoir où il se trouve de toute façon. Ne pouvons-nous pas simplement payer quelqu'un pour faire ça? En fait, vous ne pouvez pas. Croyez-moi, j'ai étudié la question. Vous devez le miser vous-même. C'est en quelque sorte les lois. De plus, vous voulez en quelque sorte savoir où il se trouve de toute façon. Ainsi, après minuit, alors que 14 heures de travail ont déjà été enregistrées, Rick et son équipe allument leurs phares et partent. 4 postes, 4 waypoints. GPS. Chaque poteau doit être placé aux bonnes coordonnées, orienté dans la bonne direction, implanté dans le sol réel. 4 coins font l'objet d'une réclamation légale. A. Un message manquant ou un mauvais emplacement annule le tout. On ne peut pas revenir le matin pour réparer ça. Celui qui dépose le premier gagne le terrain. Et vous ne pouvez déposer que ce que vous avez correctement planté. Le terrain entre le camion et le premier waypoint est ce qu'est toujours le Yukon après la tombée de la nuit. Terrain inégal, buissons denses, obscurité totale au-delà du faisceau des phares. L'équipage se déplace en file, appelant les obstacles, gardant le rythme. Personne ne se plaint. Se plaindre ne fait pas tomber les messages. Les messages 1 et 2 rentrent sans problème majeur. Broussailles dense, terrain accidenté, branche au niveau du visage dans l'obscurité. Maniable. Le GPS avance vers la 3e coordonnée. Le poste 3 se trouve de l'autre côté d'un marais pas autour. De l'autre côté, Kyle n'attend pas qu'on lui demande. Il regarde la tourbière s'approche du bord et y entre. L'eau est froide, le genre de rhume qui s'enregistre immédiatement dans les pieds et qui monte ensuite rapidement. Le sol sous la surface est mou et imprévisible, se déplaçant sous les pieds d'une manière qui exige que chaque pas soit délibéré. L'équipage regarde depuis la rive sans grand-chose. Kyle continue de bouger. Il atteint le côté le plus éloigné, plante. Le poteau vérifie l'orientation et fait demi-tour. La traversée-retour est le même ouvrage que la première. Il ressort trempé de boue des marais jusqu'aux genoux. Et il sourit toujours lorsqu'il pose le pied sur la terre ferme. Puis ils l'entendent. Une tronçonneuse. Quelque part dans les arbres pas très loin. À cette heure, à cet endroit précis, une tronçonneuse signifie une chose. Une autre équipe est ici jalonnant le même terrain. L'Yukon fonctionne selon la règle du premier déposant. Celui qui soumet sa demande complétée en premier remporte le terrain. Arrêt complet. Peu importe qui a planté des poteaux en premier ou qui a traversé davantage de marécages. La paperasse en décide. Si l'autre équipe termine et classe avant Rick, tout ce soir ne sert à rien. Les 3600 acres leur reviennent. Il faut qu'on bouge. La dernière ligne droite vers le 4e rang est le pire terrain de la soirée. Pinceau épais suffisamment pour ralentir chaque pas. Un arbre qui tombe quelque part dans l'obscurité avec une fissure qui traverse l'air froid. Le GPS indique qu'ils sont proches alors que le terrain indique le contraire. Personne ne ralentit. Ralentir signifie désormais abandonner. Le message entre. Rick regarde son équipage mouillé, découpé, fonctionnant aux vapeurs et hoche la tête. Je pense que ce sera notre terrain, les garçons, tant que nous l'avons bien fait. Il reste debout dans le noir pendant un moment. Respiration. Ils sont arrivés ici avec un travail et ils l'ont fait. Ils repartent en randonnée. Les informations sur la réclamation sont enregistrées dans le système. Tout le monde se couche sans savoir encore si l'autre équipage les a devancés. Le matin du roi du Keno cabane de cuisinier. Les réponses commencent à arriver. Tout d'abord, lors le matériau de prélavage, juste 2 seaux de terre grattés du substrat rocheux lors du test rouge monstre. Le genre de lavage opportuniste qui est sauté lorsque l'opération principale est que le focus est pesé dans la cabane du cuisinier un peu moins de 5 onces. Au prix actuel de l'or, cela représente environ 15 000 $ récupérés à partir de matériaux que personne n'avait spécifiquement prévu de laver. Et après 2 à 3 heures de grattage, cela s'est produit parce que Rick considère chaque moment où l'usine fonctionne comme un moment où il pourrait trouver quelque chose. Pour mettre cela en contexte, 15 000 $ provenant de 2 tranches. Le grattage avant le lavage n'était pas une véritable course d'or. Il s'agissait d'un objet accidentel extrait du substrat rocheux exposé lors d'un événement de maintenance. C'est à cela que sert l'attention portée à votre équipement, lorsque l'opérateur considère chaque surface comme une découverte potentielle. Cela a commencé par une réparation. Cela allait nous coûter de l'argent. Cela s'est transformé en 15 000 $. Je ne paie pas pour les platines écrans, mais c'était proche. La rénovation de 18 000 $ n'est pas entièrement couverte par 5 onces, mais l'écart est faible et la leçon est grande. La reconstruction n'était pas uniquement un centre de coût.
Il s'agissait d'une opportunité de trouver de l'or qui nécessitait également le remplacement d'un écran. 15 000 $ récupérés sur des matériaux qui ont failli être transportés vers la pile de déchets. Parce que la valeur par défaut de Rick est de rechercher de la valeur là où il peut y en avoir. J'aimerais que chaque réparation soit comme ça. Il le pense comme une blague, mais cela dit aussi tout sur la façon dont il dirige l'opération. Puis l'email arrive. Rick se penche vers l'écran et le lit. La cabane des cuisiniers se tait. Il lève les yeux. C'est une affaire accomplie. Nous l'avons eu. Réclamation confirmée. Rick Ness contrôle désormais plus de 3600 acres de terrain à Keno, soit plus que tout autre opérateur actif dans la région. L'équipage avec la tronçonneuse n'a pas déposé en premier. Le marais n'a pas arrêté Kyle. Les 4 postes sont aux bonnes coordonnées. La paperasse est dans le système et le terrain est verrouillé. Son équipage avait prévu ce moment. Une couronne fabriquée à la main par la fille de l'ami de Rick est placée sur sa tête dans la cabane de cuisine, entourée des personnes qui ont marché dans l'obscurité avec lui. Nous pouvons désormais officiellement vous nommer roi du Keno. Rick Rilenfil secoue la tête comme un homme qui sait exactement ce qui vient de se passer et exactement ce que cela va lui coûter en surnom. Je ne vais pas échapper à cette foutue histoire de King. Il a raison, il ne le fera pas. 3600 acres verrouillés et confirmés. 15 000 $ récupérés lors d'un test. Monster Red, reconstruit et prêt à démarrer sa production complète dès que la saleté payante commence à arriver. La route de transport était lisse, construite à partir de morse-terrain qui serait devenue un tas de déchets si Rick ne s'était pas arrêté pour réfléchir à l'endroit où elle devait aller. Et toujours devant le fond de tous ces morts terrains, où 1800 onces, soit une valeur d'or d'environ 5 400 000 $ au prix d'aujourd'hui, attendent d'être lavés. L'objectif qui a lancé la saison, le nombre qui détermine si la musique reviendra, si les courses reviendront, si tout ce que Rick Ness a échangé pendant 14 ans d'hiver au Yukon lui sera finalement restitué sous forme de temps et de liberté. Chaque décision d'aujourd'hui était orientée vers ce chiffre. La redirection routière, 30 secondes d'instruction qui ont permis d'économiser des centaines d'heures de temps de panne. Le grattage du prélavage qui a transformé une réparation en 15 000 $. La randonnée de minuit à travers le marais qui a bloqué 3600 acres avant que quiconque puisse déposer sa plainte. Rien de tout cela ne s'est produit de manière isolée. Tout cela est venu de la même personne qui a dirigé la même opération vers le même résultat, avançant rapidement, anticipant et refusant de laisser passer une seule opportunité. Rick Ness s'est déplacé rapidement lorsque l'horloge a dit « Bouger le terrain est à lui et le plan est prêt. Maintenant, la vraie saison commence ».